Mes chers compatriotes, nous voici à un tournant de notre histoire, un moment où le silence n'est plus une option, un moment où l'inaction devient une complicité, car ce régime d'Abidjan, c'est un cartel politique, un syndicat d'intérêts claniques, un gouvernement de malfrats en cravate, de voleurs en veste, de trafiquants déguisés en ministres, de drogués du pouvoir incapables de lâcher l'État, de criminels politiques qui ont confondu république et héritage familial. Ivoirienne, Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, chers parents, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, il est temps de parler, de dire la vérité crue, la vérité nue, la vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde ressent. Aujourd'hui, ce que nous vivons n'est pas normal. Et ce n'est plus une opinion, c'est une évidence. Certains s'étonnent de voir une nouvelle génération se lever. Une nouvelle génération se lève là où d'autres se taisent. Mais ce n'est pas de la rébellion, c'est une responsabilité. Parce que ceux qui ont détruit ce pays, ils ne seront plus là pour réparer. C'est à nous seuls, qu'ils laissent les ruines. Ceux qui doivent parler aujourd'hui, ce sont ceux qui vivront demain. On nous parle de croissance, on nous parle de modernisation, de ponts, de routes, de stades, grâce à une dette publique. Mais à quel prix est cette dette? La dette publique, vous savez, c'est l'argent que le gouvernement emprunte parce qu'il dit ne pas en avoir assez pour faire fonctionner le pays. C'est comme un père de famille qui dit j'ai pas assez pour nourrir mes enfants, je vais aller emprunter. Mais après, il doit rembourser avec de grands intérêts. Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'État emprunte des milliards auprès de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD et même sur des marchés financiers internationaux. Alassane Ouattara émet des eurobonds, c'est-à-dire qu'il emprunte en Europe, aux États-Unis, avec des taux d'intérêt qui peuvent atteindre 7 à 9%. Mais pourquoi est-ce qu'on nous prête autant d'argent? Parce que les prêteurs y gagnent. Les banques étrangères récupèrent des milliards en intérêts. Les entreprises étrangères viennent construire avec notre argent et repartent chez eux avec des bénéfices. Certains dirigeants locaux, eux, prennent des commissions sur les marchés. Et nous, les Ivoiriens, nous payons. Nous payons par les impôts. Nous payons quand nous prenons une autoroute devenue payante avec des péages, alors qu'on l'a construite avec notre argent. Nous payons quand l'État dit qu'il n'a pas les moyens de nous soigner à l'hôpital ou d'augmenter les salaires de nos fonctionnaires. Alassane Ouattara, ce dictateur, a emprunté plus de 32 000 milliards de francs CFA. Mais regarde bien le CHU de Cocody, rénové récemment, n'a pas assez de lits. À Treichville, des patients achètent eux-mêmes des seringues, des sérums. À Adjamé, un enfant est mort en 2023 parce que ses parents n'avaient pas assez pour les premiers soins. Et pendant ce temps, on construit des stades. Un stade à plus de 100 milliards à Ebempe. Un stade où l'on joue 3 fois par an. Comparons avec d'autres pays. Le Rwanda a investi dans les hôpitaux, dans la technologie. Résultat, les hôpitaux sont propres, accessibles et efficaces et gratuits. Le Maroc emprunte aussi, oui. Mais il investit dans l'agriculture, dans l'industrie. Sa dette crée de la richesse réelle. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous construisons des ponts à 100 milliards pendant que des enfants étudient assis au sol, à Man, à Toumoudi, à Korogo. Et ce n'est pas tout. En 2025, plus de 4 000 milliards du budget vont partir dans le remboursement de la dette. Oui, 4 000 milliards. Cela veut dire que il y aura moins d'argent pour construire des écoles, moins d'argent pour subventionner les denrées, donc la cherté de la vie,
moins d'argent pour la santé, l'emploi, le transport, l'éducation. Et qui rembourse cette dette en plus de ces 5 000 milliards? Ce sont nos impôts. Même le vendeur de bananes de Grand Bassam paye indirectement. Parce que tout augmente. L'essence, la nourriture, les vêtements, le transport. Et pendant ce temps, on ose encore nous dire que c'est une dette utile. Une dette pour moderniser la Côte d'Ivoire. Mais comment peut-on moderniser un pays où les gens meurent encore de diarrhée parce qu'il n'y a pas assez d'eau potable dans leur village? Comment peut-on moderniser un pays où le taux de mortalité maternelle reste dramatique? Vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, mais vous préférez rembourser les banques étrangères plutôt que d'acheter des incubateurs pour les nouveau-nés. La vérité, chers frères et sœurs, est que cette dette, cette diba dette profite à une minorité, à ceux qui détiennent des marchés publics, à ceux qui signent des contrats, à ceux qui construisent et qui encaissent. Et nous, les Ivoiriens, nous récoltons les factures. Et nos enfants aussi vont les payer. Nos petits-enfants également. Et c'est ça, la vérité sur la dette publique en Côte d'Ivoire. On nous a mis dans une prison économique. Et maintenant, on nous demande d'applaudir. Mais la dette n'est qu'une partie du problème. Parce que quand on emprunte autant, on s'attend à ce que les services essentiels fonctionnent. Mais justement, allons voir un seul secteur, un seul, la santé. Vous verrez que c'est précisément là qu'on mesure l'échec. Parce qu'un hôpital, ça ne ment pas. Un hôpital, ce n'est pas un plateau de télé. Ce n'est pas une conférence de presse. Un hôpital, c'est le dernier recours du pauvre. C'est là où tu cours quand tu n'as plus le choix. C'est là que tu espères un miracle. Quand tout le reste a échoué, comme on le voit. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce dernier recours est devenu un couloir de la mort. Le CHU de Cocody a été rénové, certes, mais il n'y a pas assez de lits. Une femme enceinte peut passer 2 jours assise sur une chaise, sous perfusion. Pas dans un village, à Abidjan, capitale économique. À Dredgeville, on te demande d'acheter toi-même le coton, la seringue, parfois même le sérum. À Adjamé, un enfant est mort en 2024 parce que ses parents n'avaient pas de quoi payer les premiers soins. 5 000 francs. Et pendant ce temps, on célèbre des hôpitaux. Mais le carrelage, la peinture ne sauve personne. Un hôpital n'est pas un décor. C'est un personnel formé, un matériel disponible, des médicaments accessibles. Et vous voulez que je vous dise la vérité? Même après une opération, il y a des patients à qui on dit donne de l'argent pour acheter ton fil de suture, ton désinfectant, ton pansement, ton gant. Même ça, l'État ne fournit plus. À Yopougon, chaque saison de pluie transforme les urgences en piscines. L'eau entre dans des salles. Les malades sont déplacés avec des bassines sous les lits. À Boaké, on a rénové en grande pompe le CHU, mais sans personnel pour faire fonctionner les équipements. Et pourtant, l'argent existe. En 2025, 745,8 milliards de francs CFA sont inscrits pour la santé. Mais vous entendez bien, 745,8 milliards. Mais allons droit au but. Où est passé cet argent? Est-il allé dans les centres de santé de Bouna? Dans les maternités de Ferké? Dans les CHU de Mans? Dans les villages où les femmes accouchent dans le noir, sur une natte, sans sage-femme, sans ambulance, sans rien? Est-il allé dans les centres psychiatriques traditionnels où les jeunes victimes de drogue sont traitées avec des chaînes? Non.
Cet argent, on ne le voit pas. On le lit sur les documents, dans les discours, on les entend, dans les bilans, on les voit. Mais dans la vraie vie, il n'existe pas. Et pendant ce temps, on nous dit que la santé est une priorité pour ce gouvernement de mafieux. Non, quand une femme meurt en accouchant parce qu'elle n'a pas 30 000 francs pour une césarienne, quand un enfant meurt d'asthme parce qu'il n'a pas de quoi acheter une ventoline, quand un malade est renvoyé parce qu'il n'a pas de quoi payer une IRM, ce n'est pas un accident, c'est un système. Un système qui considère que la vie du pauvre ne vaut pas une ligne budgétaire. Et dans tout ça, la CMU, cette fameuse couverture maladie universelle, une carte plastifiée, rien de plus. Dans les hôpitaux, la phrase la plus entendue, c'est « La CMU ne couvre pas ça. L'accouchement n'est pas pris en charge. Le scanner, il faut payer. » Alors qu'on nous avait dit « Soins pour tous avec la CMU ». Mais ce tous-là, visiblement, nous ne sommes pas inclus. Pendant que nous cherchons de quoi acheter une ventoline, les ministres et leurs familles, eux, se font soigner à Paris, à Rabat, dans des cliniques luxueuses, à Cocody, où un rendez-vous coûte plus que SMIC. Et les médecins, on en parle, fatigués, sous-payés, épuisés. Vous voulez qu'un médecin sauve un enfant avec le ventre vide? Vous voulez qu'un docteur veille sur notre mère alors qu'il enchaîne 3 gardes d'affilée, sans pause, sans matériel, sans sécurité? Certains tombent de fatigue en pleine garde. Pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils sont oubliés. Et pourtant, le budget santé est là. Les milliards sont inscrits dans les lois de finances, mais on ne les voit pas à Mans. On ne les voit pas à Ferké. On ne les voit pas à Bouna. On ne les voit pas dans les maternités, ni dans les centres psychiatriques, où les jeunes drogués sont parfois traités avec des chaînes et du feu. Et vous voulez que le peuple garde le silence? Vous voulez qu'on applaudisse? Qu'on dise merci? Non, nous sommes fatigués. Parce que quand la santé est un privilège, la vie devient un luxe. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, n'avons plus les moyens de mourir en silence. Et si nous sortons de l'hôpital, c'est pour tomber dans une autre urgence. Parce qu'un pouvoir qui laisse mourir ses malades et qui abandonne ses élèves, ses étudiants, ce n'est pas un gouvernement, c'est un système de liquidation. L'école ivoirienne, elle aussi est malade. On nous parle de plan éducation, de réformes ambitieuses. Mais allons voir sur le terrain. Juste une fois, à Bouna, des enfants étudient dans une classe sans toit. À Issia, un toit s'est effondré en 2023 sur des élèves. À Zouaounié, il y a une seule école pour plus de 1000 enfants. Et ce ne sont pas des cas isolés. C'est ça la réalité de l'école publique. Et les enseignants, beaucoup sont bénévoles. Certains travaillent depuis 4 ans, sans contrat, sans salaire garanti, sans statut, sans sécurité. Ghislain Dugarry-Assis, ça vous dit quelque chose? Et pourtant, c'est à eux qu'on confie nos enfants. Mais même ceux qui vont jusqu'au bout, même ceux qui réussissent à avoir le BEPC ou le bac, ils tombent sur quoi? Sur un mur. En 2024, 6 élèves sur 10 ont échoué au BEPC. 7 sur 10 ont échoué au bac.
Ce qui veut dire que BEPC 2024, 40,18% de réussite, donc 59,82% d'échecs. Bac 2024, 34,17% de réussite, donc 65,83% d'échecs. Et ceux-là sont en Côte d'Ivoire. Aucune université convenable, aucun stage, aucun emploi disponible, parce qu'à la fin, le diplôme est devenu une illusion en Côte d'Ivoire. Et je ne vous parle même pas des amphithéâtres de Cocody surpeuplés, des étudiants qui dorment dans les couloirs, de ceux qui vendent des sachets d'eau pour acheter un ticket de bus, une carte de bus. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Parce que là aussi, il faudrait une vidéo entière. Mais retenons ceci. Quand un pays tue son école, il prépare la prison. Parce qu'un pays qui sacrifie sa jeunesse n'a plus aucun avenir. Et chez nous en Côte d'Ivoire, être jeune aujourd'hui, c'est une punition. On a grandi avec des promesses. On nous a dit, va à l'école, tu réussiras. Travaille dur, tu auras ta chance. Mais la vérité est tout autre, chers frères et sœurs. On nous a menti. Tu obtiens ton baccalauréat, tu fais l'université, tu ressors avec la licence ou le master. Et ensuite, tu cherches du travail pendant 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Tu déposes des dizaines de dossiers et on te dit, vous n'avez pas d'expérience. Mais où voulez-vous qu'on ait de l'expérience? À la maternité? Alors tu deviens chauffeur de VTC, vendeuse d'attiqués, livreur de poissons, dealer, où tu quittes le pays pour aller faire la plonge à Naples ou à Lille. Et pendant ce temps, les enfants des membres de ce gouvernement créent des startups financées depuis l'Europe. Nous créons notre désespoir pendant ce temps. Et ce désespoir, il a des conséquences. Certains tombent dans la prostitution estudiantine, d'autres dans la cybercriminalité, dans l'arnaque, dans l'exil. Certains meurent dans la mer, d'autres dans un ghetto, et d'autres encore se perdent dans la drogue, dans la toxicomanie. Parce que oui, la drogue est devenue l'héritage national en Côte d'Ivoire, avec un gouvernement de dealers. Ce qui a remplacé l'emploi, c'est la drogue. Dans tous les quartiers, Tramadol, Odikouche, Kadhafi, Yor, Pao, Ganos, des enfants de 12 ans qui fument dans des coins sombres, des filles se droguent pour tenir en boîte ou pour oublier qu'elles ont raté un concours. Un concours qu'on a donné à la nièce d'un ministre. Et le plus choquant dans tout ça, c'est que tout le monde sait qui vend la drogue, qui fait rentrer la drogue. Les autorités le savent. Certains vendeurs sont protégés par des membres du gouvernement. Certains policiers encaissent des rations. Et le pouvoir, il se tait. Parce qu'un peuple drogué est un peuple manipulable. Parce qu'une jeunesse qui plane ne manifeste pas. Parce qu'un jeune qui fume ne vote pas. Et parce qu'ils sont des dealers. La drogue est devenue une lame politique. Et pendant que la jeunesse meurt, se drogue, certains encaissent. Alors oui, en 2023, des centaines de jeunes ont quitté le pays par le désert, par le Mali, par le Niger, par la Libye. Ils vendent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent. Ils rêvent même de mourir ailleurs, plutôt que de mourir en Côte d'Ivoire. Et quand on les perd, quand ils se noient dans la Méditerranée, la seule réponse qu'on leur donne, c'est le silence. Mais au fond, la plus grande violence qu'un régime peut faire à son peuple, ce n'est pas seulement la misère, ce n'est pas seulement la dette, ni l'école abandonnée.
c'est de lui voler un droit fondamental, le droit de choisir. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce ne sont plus les urnes qui décident, ce sont les bureaux verrouillés. Ce ne sont plus les voix du peuple, ce sont les filtres du pouvoir. Regardez bien ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam, ancien ministre, brillant, respecté à l'international, exclu de la liste électorale. Pour quelles raisons? Pour des raisons de nationalité, l'article 48 qui dit et se contredit, on apporte des preuves contestées par une justice instrumentalisée, des décisions de justice politique. Ce n'est pas pour son passeport qu'il a été écarté, c'est parce qu'il est crédible, parce qu'il fait peur, comme les autres, parce qu'il rassemble. Le président Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, investi par son parti, mais inéligible, exclu pour une condamnation politique, pas judiciaire. Aujourd'hui, on empêche le président Laurent Gbagbo de se présenter. Parlons de l'autre, Charles Blé Goudé, un jeune, leader effacé, rayé, silencieux, endormi, ramolli. Le président Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, condamné en exil, traqué comme un voleur pour rien, exclu également. Et pendant ce temps, ceux qui ont divisé ce pays, ceux qui ont imposé la terreur, eux, ils siègent en Côte d'Ivoire, ils parlent, ils font campagne. Alors, je vous pose une question très simple. Quelle démocratie, quel pluralisme, quel jeu électoral? Et parlons franchement, la CEI, cette commission électorale indépendante, qui peut encore croire qu'elle est indépendante? Soyons honnêtes, chers frères et sœurs. On devrait même arrêter de l'appeler CEI. Appelons-la CED, commission électorale dépendante. S'il vous plaît, dépendante du pouvoir, dépendante des consignes, dépendante de ceux qui veulent choisir leur adversaire. Choisir leur adversaire à l'avance. Depuis 2020, l'opposition dénonce sa composition, mais rien n'a changé. C'est cette CED qui valide les candidatures. C'est cette CED qui filtre les électeurs. C'est cette CED qui, dans l'ombre, prépare l'issue des matchs avant même le coup d'envoi. Et vous voulez qu'on parle de démocratie? Non. La démocratie n'est pas en marche. Elle est enchaînée. Et avant de conclure, qu'on ne vienne pas dire demain que je n'ai pas évoqué tel ou tel point. Non. Je sais que je dois être très court, mais je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, le prix du riz, du gaz, du transport, la cherté de la vie. Ces prix-là qui crèvent chaque jour le panier de la ménagère. La vendeuse d'Atieke à Koumassi qui rentre chez elle avec 1000 francs après 10 heures sous le soleil. Les femmes qu'on applaudit une fois par mois en mars, mais qu'on laisse mourir dans les salles d'attente. Accoucher sans lumière. Élever seuls leurs enfants, sans aide. Je n'ai pas oublié le tribalisme. Cette arme minable utilisée pour diviser le nord et le sud, comme si la souffrance avait une ethnie. Comme si tout cela ne suffisait pas, il a fallu qu'une bouche villageoise du régime parle trop fort. Et cette fois, ce n'est pas une erreur de communication. C'était une gifle à la République. Mariam Traoré, ancienne députée ou députée RHDP, pas une citoyenne lambda, une figure du système, une analphabète politique, entrée en politique par piston, comme Kandia Camara. Ce qu'elle a dit en public, ce n'est pas un simple dérapage, c'est un aveu, un manifeste tribal, une déclaration de guerre contre la nation.
Elle a dit que le pouvoir resterait entre les mains des Dioula jusqu'en 2050. Elle s'adresse à eux en malinké, RHDP malinkisé. Elle a dit en malinké avec aplomb au nom d'un régime. Et vous savez, chers frères et sœurs, personne ne l'a recadré, personne ne l'a corrigé, personne ne l'a contredite. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'elle a dit, eux, ils l'appliquent depuis 15 ans. Ce n'est pas elle le problème, c'est le système dans lequel nous sommes. Un système tribal, identitaire, exclusif, dangereux. Un système qui a tué la laïcité, enterré la citoyenneté et transformé l'administration en marché ethnique. Elle a arraché le masque de la République. Elle a révélé la vérité crue. Ce régime est bâti sur l'ethnie, le clan, la vengeance. L'unité nationale de notre pays est morte. La laïcité est enterrée en Côte d'Ivoire. La citoyenneté est piétinée en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas oublié le cacao, l'or, le pétrole, le bois, l'anacarde vendus à l'étranger pendant que nos enfants dorment sans dîner. Je n'ai pas oublié les influenceurs achetés, les pasteurs qui prêchent la soumission, les journalistes qui lisent ce qu'on leur demande de lire. Je n'ai pas oublié non plus, mais je n'ai simplement pas le temps de tout dire ici. Mais je vous le dis clairement, tout ce que nous avons sauté aujourd'hui, nous allons y revenir en Côte d'Ivoire, devant ce pouvoir, un à un, dossier par dossier, nom par nom. Et maintenant, chers frères et sœurs, parlons de notre projet. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'ils ont échoué. Il faut montrer ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire. Nous allons créer un pays juste. Un pays où une femme ne meurt plus parce qu'elle est pauvre. Où une mère ne se bat plus seule pour élever 3 enfants. Où un malade n'est pas trié selon la taille de son porte-monnaie. Nous allons construire un système de santé fonctionnel, proche, gratuit pour l'essentiel, urgence gratuite, accouchement gratuit, médecins mieux payés, centre de santé équipés dans chaque sous-préfecture. Nous allons relever l'école, construire des milliers d'écoles rurales, mettre fin aux classes à double vacation pour une formation accrue, recruter et payer dignement les enseignants, offrir des cantines, des toilettes, de la dignité. Un enfant qui étudie bien devient un citoyen solide. Et nous voulons des citoyens solides en Côte d'Ivoire. Nous allons libérer notre jeunesse. Un fonds national d'insertion, 500 milliards sur 5 ans, réservé 30% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs. Former 1 million de jeunes aux métiers numériques, de l'agriculture, du BTP. Installer un incubateur dans chaque région. Parce qu'un jeune qu'on soutient, c'est une nation debout. Nous allons restaurer notre souveraineté, fixer un prix plancher sur le cacao, le café, le maïs, interdire l'exportation des matières premières non transformées, doter chaque région d'un centre de transformation agricole, réserver nos terres aux nationaux parce qu'on ne peut pas être riche sous la terre et mendiant sur la surface. Et nous allons protéger notre démocratie. Une communauté électorale, une commission électorale indépendante, une justice qui ne juge pas selon les instructions, une presse libre, respectée, une opposition écoutée, considérée. Parce qu'un pays sans adversaire est une dictature déguisée. Mais Alassane Ouattara est un menteur et un dictateur. Il ne suffit pas d'avoir un projet. Il ne suffit pas non plus d'avoir une vision. Encore faut-il que ce projet prenne vie. Et pour qu'il prenne vie, il faut avant tout faire tomber ce régime. Parce que tant que ce régime est en place, il n'y aura ni justice, ni vérité, ni avenir. Il n'y aura que
la répétition du cauchemar que nous vivons. Des partis comme le PDCI se battent, oui. Des leaders comme le président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro ont été exclus, oui. Les mobilisations commencent, comme nous l'avions annoncé. Les alertes sont données, mais la vérité, chers frères et sœurs, est que rien ne changera sans vous. La seule force qui fera tomber ce régime de malfrats institutionnels, de drogués du pouvoir, de voleurs de la République, de criminels politiques, ce n'est aucun parti politique, ce n'est aucune figure seule, c'est le peuple, toi, moi, nous, et chaque jeune, chaque Ivoirien. Nous avons un rôle historique à jouer. Ce que nous devons faire, ce n'est pas seulement nous indigner, c'est agir, c'est organiser, c'est résister, c'est construire. Alors, nous allons mettre en place un plan d'action. En premier lieu, il faut créer une cellule de conscience dans nos quartiers, nos villes. Nous devons réunir 5 à 10 personnes dans chaque cellule, pas pour bavarder, mais pour lire, pour comprendre, pour éveiller. Nous devons parler des vraies causes de notre souffrance, pas des buzz, pas des influenceurs, d'où le mouvement du président Laurent Gbagbo. Trop, c'est trop. Et effectivement, trop, c'est trop. On ne peut plus vivre dans le mensonge, on est fatigué, clairement. Nous sommes tous jeunes, mais nous voyons tout ce qui se passe. Il faut boycotter les relais du régime. Il ne faut plus partager leurs mensonges. Il faut dénoncer les influenceurs payés pour distraire. Dénoncer les artistes qui chantent pendant que nous pleurons. Dénoncer les pasteurs qui prêchent des actions et qui obligent le peuple à la soumission par influence. Nous, les gens du Nord, nous ne devons plus être utilisés comme boucliers. Les gens du Sud ne doivent plus être poussés à la haine. Nous sommes tous des victimes. Et notre seul ennemi, c'est ce gouvernement de braqueurs, de dictateurs. Nous devons également rejoindre des mouvements organisés, crédibles et structurés. Vous pouvez choisir entre le PPACI, le PDCI, le MGNCI, une plateforme citoyenne quelconque. Aujourd'hui, une action appelée 5000 jeunes pour LGC est en cours. Et le mot d'ordre est clair. Trop, c'est trop. Ce n'est plus le temps des alertes, c'est le temps de l'action. En cinquième lieu, il faut préparer des élections comme une opération de guerre diplomatique. Nous demandons la révision de la liste électorale, la dissolution de la CEI. Et tant que cela n'est pas fait, nous devons rester mobilisés, nous devons marcher dans les rues, nous devons inciter à la révolution nationale. Nous devons organiser des actions de masse. Pas besoin d'attendre un ordre venu d'en haut. Nous devons organiser des campagnes de sensibilisation, des boycotts de produits trop chers, des campagnes de dénonciation, des campagnes symboliques, des grèves intelligentes. En septième lieu, nous devons utiliser les réseaux sociaux comme une arme de libération. Nous devons créer des visuels, des montages, des capsules éducatives. Nous devons faire passer des messages. Si vous savez écrire, écrivez. Si vous savez parler, filmez-vous en train de parler. Si vous savez faire des montages, faites des montages. Mais sortez du divertissement. On ne renverse pas un pouvoir avec des filtres Snapchat. En huitième point, nous devons tuer la peur définitivement. Nous devons refuser d'avoir peur de nous exprimer. Nous devons refuser d'avoir peur de l'échec. Nous devons refuser d'avoir peur des menaces. Nous devons refuser d'avoir peur des arrestations. Parce que c'est avec la peur qu'ils ont bâti leur règne. Et c'est sans peur que nous allons les faire tomber. C'est ce que nous allons faire. Pas demain, maintenant. Parce que ce régime n'est pas juste, il est dangereux. C'est un régime de voleurs, de drogués du pouvoir,
de menteurs publics comme Mamadou Touré, de malfrats institutionnels, de criminels politiques comme Alassane Ouattara, déguisés en serviteurs de l'État. Ils ont pris le pays en otage. Ils ont détruit la République. Ils ont écrasé notre jeunesse. Et ils ont cru que cette dictature allait être éternelle. Mais aujourd'hui, nous sommes debout. Et si nous agissons ensemble, avec lucidité, discipline, courage et stratégie, je vous promets que nous ferons tomber ce régime. Et à sa place, nous allons construire une Côte d'Ivoire juste, moderne, forte, laïque, libre et unie. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous.